Bah écoutez, je suis très content d'être parmi vous. Aujourd'hui, j'aurais préféré être avec vous en présentiel évidemment, mais c'était pas possible au vu de la charge de travail. Mais voilà, les nouveaux moyens numériques nous permettent de le faire, même avec quelques petits ajustements suite aux petites modifications. Mais voilà, tout arrive. Je suis désolé parce que du coup, j'ai pas entendu la première présentation de l'introduction, donc je vais me repérer par rapport au programme et commencer. Je vais intervenir d'une façon un peu expositive dans un premier temps. Comme on a un petit peu de retard, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour qu'on ait un petit peu de temps pour poser des questions, mais n'hésitez pas à interagir avec moi si jamais il y a des points sur lesquels vous voulez poser des questions immédiatement. Voilà. Les participants vous demandent de parler un tout petit peu moins vite et peut-être un tout petit peu plus fort. Très bien, je vais essayer de faire ça. On dirait ça. Donc j'ai commencé par me présenter. Je m'appelle Manuel Majada. Je travaille à l'Université de technologie de Compiègne où je suis responsable de l'unité d'innovation ingénierie des contenus et des savoirs. Cette unité d'innovation est une structure qui est créée derrière un laboratoire de recherche plus classique que DIASIC qui travaille sur les problématiques d'informatique documentaire et sur lequel nous développons divers outils dont la chaîne éditoriale Scénarii qui est issue de la recherche académique en informatique documentaire. Je suis aussi responsable de la cellule d'appui pédagogique, l'équivalent de la cellule TIS et d'un SUP intégré au niveau de l'Université technologique de Compiègne, donc dans la mise en œuvre des TIS. Et je suis aussi président de l'association des services TIS et audiovisuels, ce qui me permet d'avoir une vision un peu nationale de nos problématiques TIS et de l'introduction des outils en tant que tel. Donc dans ce cadre, on m'a demandé d'intervenir sur cette université Vivaldi pour vous présenter le principe de la chaîne éditoriale qui sera suivi d'ateliers pratiques sur les outils en tant que tels. Donc je resterai sur un niveau plus global et il y aura une partie plus pratique qui sera derrière sur les ateliers. Voilà. Je vous propose qu'on commence. Principe. Alors, je voulais faire un petit préambule très simple, c'est bien insister sur quelque chose qui est important, c'est que je vais vous présenter un outil ou le concept d'un outil, on va vous faire travailler sur un outil, mais les outils ne sont pas une finalité, quelquefois on l'oublie un peu souvent, les outils sont au service de la pédagogie et pas l'inverse, donc plutôt que de parler outils, je parlerai plutôt de pédagogie numérique et d'instrumentation de la pédagogie, ça me semble un élément important en tant que tel. Voilà, petit préambule. Est-ce que j'ai un visuel sur l'ensemble de la salle, donc je vais vous poser une question, il suffirait que vous leviez la main, comme ça je verrai les choses. Qui est-ce qui connaît le concept de chaîne éditoriale parmi ceux qui sont présents? Levez la main. Je vois 1, 2 personnes, donc ça va. C'est pourtant des concepts qui commencent à dater un peu. Notre premier séminaire est daté de 2007, mais donc c'est tout à fait pertinent. Alors je vais venir redétailler un peu ce que c'est qu'une chaîne éditoriale. Et donc, la première chose que je voudrais dire à propos de la chaîne éditoriale, c'est que c'est un terme polysémique qui a plusieurs sens et qu'on retrouve dans plusieurs univers. Le plus connu, c'est la presse écrite, qui depuis très longtemps est sur ce principe de la chaîne éditoriale. Donc vous avez tout un traitement de l'information qui est maintenant entièrement automatisé. Le journaliste frappe son texte, le rédige, frappe son texte, c'est transmis sur ce qu'on appelle un chemin de fer, et ça va directement à l'imprimerie, après une mise en page quasiment automatisée avec des logiciels extrêmement spécialisés. C'est l'endroit où les chaînes éditoriales sont les plus développées. Mais vous avez aussi bien sûr le monde de l'édition, avec des éditeurs qui utilisent des chaînes éditoriales extrêmement complexes, extrêmement lourdes par rapport à leur production. Donc vous avez des choses très variables, depuis le Vidal en médecine jusqu'à des gens qui travaillent sur l'édition de livres traditionnels. Et puis vous avez les établissements d'enseignement supérieur qui ont développé le concept de chaîne éditoriale. C'est typique de l'enseignement supérieur français, à partir des années 2000, 2002, 2003, avec un point d'orgue sur les années 2007 où on a eu la plus grosse production sur le sujet. Voilà. Donc terme polysémique, et on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir ce qui caractérise cette notion de chaîne éditoriale. Les points communs à l'ensemble de ces éléments sont 2 points, le principe de rationalisation et l'instrumentation technologique. Donc entre l'émetteur et le récepteur, donc entre l'auteur, l'enseignant dans notre cas, et le récepteur, l'étudiant, l'idée c'est de rationaliser et d'instrumenter cette relation. Donc je vous donne un exemple très simple. Auparavant, un enseignant, entre guillemets, rédigeait un polycopier ou un document. Si c'était un polycopier simple, soit il utilisait lui-même la bureautique, soit il le donnait à une secrétaire.
Si c'était un document un peu multimédia et un peu riche, il avait recours à des spécialistes pour le faire. Et il passait par différentes étapes, graphistes, spécialistes multimédia, informaticiens, etc. Qui arrivait à un produit, ça passait chez les informaticiens qui le mettaient en œuvre, et ensuite le récepteur, donc l'étudiant, le recevait. Le principe de rationalisation, c'est de supprimer tous ces échelons et d'automatiser au mieux toutes ces étapes pour gagner du temps. Du temps et de la valeur ajoutée, j'y reviendrai. Donc, premier principe, la rationalisation, simplifier la chaîne. Second principe, l'instrumentation technologique, c'est-à-dire que pour gagner du temps et obtenir cette rationalisation, et cette baisse des coûts et des efforts, eh bien, on va passer par l'informatisation, par l'instrumentation technologique qui permet de le faire. Donc ça, c'est les éléments clés qui nous montrera que du coup, on a une évolution par rapport à notre milieu universitaire traditionnel dans lequel l'approche est plutôt une approche artisanale et pas du tout une approche d'industrialisation, alors que là, on voit bien qu'on va vers une approche d'industrialisation. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on est généralement autonome sur le sujet, on produit nous-mêmes nos propres contenus, sans compter notre temps, entre guillemets, sur notre propre temps, hors temps ouvrable, et on n'a pas ce principe de rationalisation. Le point commun, c'est le principe de rationalisation et d'instrumentation technologique. Donc, à partir de là, on va essayer de donner une première définition qui nous permettra d'avancer. Et cette première définition qui nous permettra d'avancer, elle est relativement simple. C'est qu'une chaîne éditoriale, c'est avant tout un procédé méthodologique, c'est-à-dire une manière de travailler. Donc, ça va nous imposer une manière, un processus de travail, mais aussi technologique, c'est-à-dire on va utiliser un outil pour le faire. Et ce procédé méthodologique et technologique sont issus de la recherche en ingénierie documentaire, en généralement de la documentation de l'aéronautique et la documentation militaire, parce qu'il y avait d'énormes stocks d'informations à gérer et ça a été développé dans ce cadre-là, dans les programmes de recherche liés à ces programmes d'ingénierie de grosses structures. Ce processus consiste à réaliser un modèle de document, donc on est un peu classique, un modèle de document c'est toute la phase de modélisation de l'informatique, donc on va essayer de modéliser un document, que ce soit un polycopier, une étude de cas, que ce soit une série d'exercices, de QCM, etc. On va essayer de les modéliser, donc de les traduire en éléments informatiques. Une fois qu'on a fait cette traduction et qu'on a développé le logiciel qui est associé, on va y associer un outil pour assister les tâches de création, et cet outil pour assister les tâches de création, c'est un éditeur tout simplement. Donc un éditeur comme pourrait l'être Word ou tout autre éditeur. Et ensuite, troisième étape, on va automatiser la mise en forme, c'est-à-dire qu'on va supprimer la mise en forme manuelle et on va demander à la machine de procéder à la mise en forme à la place de l'auteur. Alors c'est évidemment un élément fort et important, puisque procéder à la mise en forme à la place de l'auteur, c'est quelque part aussi enlever un peu à l'auteur sa créativité, sa capacité d'ajustement pédagogique. Et on va le faire au nom d'une doctrine un petit peu particulière qui consiste à dire que pour la plupart des auteurs, médiatiser est une tâche qui est extrêmement importante, mais qui est moins importante que la partie scénarisation pédagogique sur laquelle on est dans leur cœur de métier, sur lequel on est sur leur élément à forte valeur ajoutée et qui n'ont pas forcément une forte valeur ajoutée dans la capacité à médiatiser, soit parce qu'ils ne connaissent pas les outils, soit parce qu'ils ne connaissent pas les concepts de mise en page, soit parce qu'ils ne sont pas doués sur le sujet. Je vais vous prendre mon propre cas, par exemple. Moi, je suis tout à fait nul dans les couleurs, donc il ne faut pas me demander de créer des beaux PowerPoint avec de très belles couleurs. Je suis absolument pas bon sur le sujet. Voilà, et on a chacun des éléments comme ça. Donc je réinsiste que cette notion d'automatisation, elle va modifier un peu la pratique qu'on avait habituellement avec les outils bureautiques de mise en forme, puisque là, elle va chercher à les automatiser. Ça, c'est un des points clés. Du coup, l'objectif de cette approche, si on cherche, entre guillemets, à rationaliser, on peut se poser la question de à quoi ça sert. Il faut bien avoir un intérêt. Et ça sert essentiellement à pouvoir manipuler le document. Pouvoir manipuler le document, c'est un élément clé d'une principe de chaîne éditoriale autour de trois points nouveaux clés. Le premier point clé, c'est d'améliorer la productivité. Alors, améliorer la productivité, l'automatisation de la mise en forme, la diminution de temps de maintenance, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'un des principaux obstacles dans l'enseignement universitaire, c'est le temps dont dispose un enseignant-chercheur
pour se consacrer à ce genre de choses. On se connaît bien notre travail au quotidien, on connaît bien la pression de la recherche, on sait bien qu'on ne dégage pas plus de temps pour la pédagogie que le temps strictement nécessaire. Je ne parle même pas de la rémunération sur le sujet quand on fait des efforts particuliers, et que le temps des militants qui travaillaient jour et nuit sur le sujet, qui passaient leurs vacances sur le sujet, commence à s'épuiser parce que les gens commencent à être un peu épuisés sur le sujet. Donc gagner du temps sur la mise en forme pédagogique, c'est un élément clé puisqu'on sait que c'est un problème par rapport au temps des enseignants. Le deuxième point, c'est que dans le même temps, malheureusement, on est sur des budgets qui ne sont pas à la hausse, loin de là, sur le sujet, malgré l'appui de la MINES, et que, du coup, n'ayant pas de budget, on a du coup moins de postes d'assistance dans les cellules TIS ou dans les services TIS, par exemple, pour pouvoir faire ce genre de travail. Et donc, voilà, on a moins de ressources pour le faire, moins de ressources numéraires, donc il faut essayer d'améliorer la productivité pour pouvoir continuer à produire quand même. Donc c'est des choses un peu triviales, mais qui malheureusement nous concernent et nous impactent. Si on veut faire du numérique, il faut qu'on améliore notre productivité au vu de l'économie qui est la nôtre. Le deuxième point clé, c'est d'améliorer les usages. Le fait de pouvoir manipuler le document, ça va nous permettre de faire des tas de choses. Par exemple, à partir d'une même base, je peux tout à fait concevoir mon polycopier traditionnel en tant que tel, mais je peux aussi tout à fait faire une synthèse des points à revoir pour un tel type d'examen, ou je peux faire une synthèse en extrayant uniquement de mon polycopier et en prenant d'autres éléments qui viennent d'ailleurs, des exercices d'entraînement que je voudrais donner en tant que tel. Voire même faire un document qui sera un document de complément d'éléments que je ne peux pas aborder dans mon cours, mais que je trouve intéressant pour les étudiants et sur lesquels je voudrais les aider. Donc améliorer les usages, c'est aussi ça. C'est aussi tenir en compte une réalité, c'est que les étudiants lisent encore beaucoup le papier, et donc il faut pouvoir alterner les usages entre le papier et le support écran. C'est tenir compte aussi de la mobilité. La mobilité, c'est aussi avoir un support papier, bien sûr, pour le temps de transport, le temps, etc., ou travailler dans un endroit où on n'a pas forcément un accès à Internet facile, mais c'est aussi avoir des supports qui sont adaptés maintenant à l'utilisation des smartphones en tant que tels, même si on n'a pas encore de véritables usages très développés sur le sujet, ça commence à venir de la part de nos étudiants. Donc améliorer les usages, c'est à la fois du multi-support, de la recomposition aisée. Et le troisième point, qui est un point clé, qui est un véritable enjeu, alors moins au niveau de l'enseignant, plus au niveau de nos établissements, c'est pérenniser l'information. Je commence à avoir quelques cheveux blancs, je ne sais pas si ça se voit, mais je peux vous dire que j'ai connu un certain nombre d'étapes, et notamment j'ai connu des choses qui s'appelaient vidéodisque, voire l'enseignement assisté par ordinateur à l'époque sur disquette. J'étais très jeune, je le dis quand même. Et tout ça nous amène à un constat, c'est que j'ai vu refaire exactement les mêmes contenus, simplement parce qu'on devait changer de technologie de support en tant que tel. Ce qui était fait sur le vidéodisque a dû être repris pour être passé en CD-ROM, ce qui était fait sur CD-ROM a dû être repris pour être passé sur Internet, et à chaque fois il fallait tout recommencer. Et ça, c'est un gâchis énorme, parce qu'on était lié à des supports. Et on l'est encore, hein, si vous avez fait un contenu en flash, je ne sais pas trop quoi, maintenant qu'on est à flash 12, etc., ça commence à être un peu difficile. Si vous avez fait un contenu avec plein de navigateurs qui ne supportaient pas les frames, maintenant ça commence à être un peu plus compliqué, etc. Donc pérenniser l'information, c'est un enjeu, parce que très souvent on a un contenu qui devient obsolète à cause de sa dépendance technologique. Donc ça, c'est tous les principes d'interopérabilité, ce qui fait qu'en fait, on en vient à reconcevoir des contenus, alors qu'en fait, ils sont toujours très bien, ils sont toujours à jour. Un cours de maths est resté toujours un cours de maths, mais le support ne suit pas. Voilà tout ce que permet tout ce que permet cette démarche en termes de gain, je dirais, par rapport à une démarche classique éditoriale. Les étapes de cette démarche, je l'ai un peu redit, c'est tout simplement qu'il faut faire au départ un effort de modélisation, c'est-à-dire représenter une réalité pédagogique documentaire par les structures fonctionnelles. Donc analyser ce qu'est un document de cours, dire ce document de cours c'est essentiellement un document expositif, ce document expositif est essentiellement sous un mode livresque. Comme c'est sur un mode livresque, on a une structure de type chapitre, paragraphe, etc., etc. Et on traduit tout ça en langage informatique. Mais c'est aussi faire la même chose pour l'étude de cas en disant une étude de cas est un document qui porte un énoncé. Cet énoncé est plus ou moins long, comprend plus ou moins des éléments additionnels et des annexes. Ces annexes sont liées à des questions. Ces questions peuvent elles-mêmes faire appel à d'autres annexes ou être distribuées dans le temps avec des temporalités différentes. Et donc, il faut traduire tout ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la modélisation, c'est de l'informatique traditionnelle. On essaye de rentrer dans la machine un certain nombre d'éléments qui ne sont pas informatiques. Le second point, c'est que c'est produire, et pour produire, il faut passer par un contenu structuré, c'est-à-dire qu'il faut
parler dans un langage que la machine peut comprendre et qu'elle pourra surtout par la suite instrumenter. Et donc là, ça veut dire qu'on va demander à l'auteur de formaliser son contenu, d'énoncer ce qu'il veut dire. Donc très concrètement, des choses très simples, vous écrivez une introduction, vous devez dire c'est une introduction. Vous mettez ce que j'appelle un effort de soulignement pédagogique du type une petite icône, c'est important, il faut le retenir, il faut le marquer. Alors, je vous donne un simple exemple sur c'est important. Au tout début, quand on travaillait sur le sujet, au temps héroïque, en 99-2000, on avait des balises un peu fourre-tout. Donc les balises, c'est ce qui nous sert à faire le soulignement pédagogique. Et par exemple, on avait une balise qui était important. Voilà, c'est important. Et on leur a dit, mais ça veut dire quoi important? Et on avait, selon les enseignants, des choses très différentes. Donc, pour un, important, c'est simplement à noter et c'est intéressant. Pour les autres, c'était fondamentaux, il faut le connaître parce que je redemanderai à l'examen. Vous voyez l'écart qu'il peut y avoir entre les deux. Donc là, on demande à l'enseignant, du coup, de bien préciser son intentionnalité pédagogique parce que sinon, l'étudiant peut se retrouver dans deux documents différents avec deux intentionnalités pédagogiques, voire même dans le même document en fonction du temps qui passe, avec deux sens différents pour la même intentionnalité. L'exemple le plus connu, celui que vous utilisez tous les jours, en tout cas moi j'utilise tous les jours à tort, c'est quand je mets du gras sans expliquer ce que je veux dire par le gras, tout simplement, ou en italique au choix. Et ensuite vous avez la publication et c'est traduire ce contenu sur différents supports, écran, papier. Alors c'est traduire à la fois ce contenu sur différents supports, l'écran, le papier, mais aussi sur différentes modalités. Par exemple, je peux faire un contenu qui est adapté à des problématiques économiques où je dois économiser sur le papier ou au contraire à des problématiques pédagogiques qui vont me permettre d'aller plus loin sur une mise en page très aérée avec une capacité à prendre des prises de notes, papier à côté, etc. Voilà. Donc c'est cette notion de modélisation de publication. Petite vue d'ensemble de cette notion, modélisation, production et publication pour les supports, simplement une illustration. Et là, je vais passer à une autre étape de mon intervention qui est, je vous ai expliqué qu'une chaîne éditoriale est un procédé méthodologique et technologique. Je vous ai expliqué l'intérêt d'utiliser une chaîne éditoriale de façon globale. Maintenant, on va peut-être se poser la question pour nous, dans notre cadre, pourquoi utiliser une chaîne éditoriale? Pour quel objet? Est-ce qu'une chaîne éditoriale peut gérer tous les objets pédagogiques, tous les documents pédagogiques? Et pour quel type de personnes l'utilisation d'une chaîne éditoriale peut être un avantage ou pas un avantage? Alors, si je reprends les points clés, améliorer la productivité, améliorer les usages et pérenniser l'information, en bref, pourquoi utiliser une chaîne éditoriale? C'est simplement assurer notre rôle en permettant la plus grande diffusion du savoir pour nos apprenants. C'est notre travail. Notre travail, c'est de diffuser le savoir, c'est d'élaborer au travers de la recherche et de le diffuser au maximum en insistant bien sur le fait qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et quand on connaît les problématiques d'échec qui sont les nôtres en premier cycle, c'est vraiment un élément important. Donc tout ce qui peut être de l'ordre de la qualité du document, de l'ordre de la structuration du document qui permet à une personne de mieux appréhender le contenu, de le revoir, même s'il y a des difficultés, même s'il n'avait pas tout à fait le niveau en arrivant à l'université pour pouvoir suivre le cours, tout ce qui peut l'aider, c'est un élément important en tant que tel. C'est notre rôle. On n'y a pas toujours été habitué parce que les universités avaient quand même un rôle de sélection des élites très fort. Les choses ont bien changé sur le sujet avec un rôle aussi d'appui et d'évolution sociétale et d'appui à l'économie de façon globale. Et que les RCE et la LRU ont bien renforcé. Donc là, c'est bien notre rôle de le faire. Et donc améliorer la productivité, améliorer les usages, pérenniser l'information, c'est bien notre travail. Je vais passer à pour quel objet. Alors évidemment, le premier objet, c'est qu'il vaut mieux le faire sur des contenus qui sont pérennes et qui ne changent pas tous les 6 mois ou tous les semestres. Si notre contenu change tous les semestres, évidemment, faire un effort de formalisation n'a pas un grand intérêt. Néanmoins, dans le milieu universitaire, c'est rare qu'on ait un contenu qui change tous les semestres. Par contre, on a un contenu qui est actualisé et qui évolue. Mais ce n'est pas un contenu jetable, entre guillemets, comme peuvent l'être dans certains cas quelques formations pour les entreprises très liées à des modes managériales ou à des méthodologies qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans et qui partent.
Notre travail, c'est l'apprentissage du citoyen, c'est l'apprentissage de fond, la professionnalisation aussi bien sûr, mais ce sont des bases un peu solides. Donc nos contenus, j'aurais tendance à dire, sont naturellement pérennes, même s'ils ont tendance à évoluer, bien sûr être actualisés. Et dans ce cas-là, tous les avantages qu'on a pu voir auparavant de maintenance des coûts, etc., de ne pas refaire le même document, simplement de modifier un petit bout et de le réinjecter, prennent leur temps. Donc essentiellement pour des contenus pérennes, mais dans notre cadre, ça va très bien. On aurait été dans un cadre d'entreprise avec des contenus e-learning sur la démarche voulue par la direction qui va être changée dans 18 mois. J'aurais dit c'est peut-être pas sûr. Mais pour nous, je pense que c'est bien le cas. Pour des contenus ayant vocation à être mutualisés, ça me semble un élément important. Je l'ai dit qu'on n'avait pas forcément la capacité dans chacune de nos universités, dans chacune de nos structures de développer l'ensemble des contenus. Et donc là, on a tout intérêt à mutualiser entre universités, entre composantes, entre disciplines, l'ensemble des contenus pour pouvoir créer un contenu. Alors je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est l'université en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez l'université en ligne. C'est un contenu qui s'appelle le premier cycle sur mesure, qui est un peu ancien, qui correspond au premier cycle scientifique, qui existe depuis plus de 20 ans sur le sujet, qui a été créé par un ensemble d'universités françaises et qui a permis de couvrir l'ensemble du premier cycle et qui 20 ans après est toujours d'actualité, est toujours utilisé dans le monde, est toujours utilisé en France et fonctionne très bien. Eh bien, ça a pu être fait parce que les gens ont travaillé en mutualisation. Et comme ils avaient travaillé en mutualisation, ils avaient respecté le principe de la chaîne éditoriale alors qu'il n'y avait pas d'outils, ce qui fait qu'au moment où ça a dû être basculé, ça a été assez naturellement. Voilà, donc on voit bien qu'on peut couvrir toute une filière en travaillant à plusieurs, ce qu'on ne pourrait pas faire seul en tant que tel. Le deuxième exemple, c'est un exemple chez vous. Il y a Anne Pajar que je ne connais pas, que si elle est dans la salle, elle peut faire un petit signe si je la vois, qui travaille, qui crée des contenus de type bibliothécaire sur la recherche documentaire. Il se trouve que moi, à l'heure actuelle, à l'UTC, on est en train de réfléchir à la notion d'apprendre à apprendre, d'aider nos élèves à se prendre mieux en autonomie. Et évidemment, dans ce cadre-là, la recherche documentaire, c'est un élément clé. Eh bien, je me dis que plutôt que de refaire de mon côté quelque chose, j'aurais intérêt à demander à Anne Pajar la permission de pouvoir utiliser son support et éventuellement de le compléter, ce qui nous permettrait de créer du contenu en commun. Voilà, un exemple typique, un exemple très concret et tout à fait actuel pour moi. Pour respecter une ligne éditoriale précise, c'est souvent une demande de la part des étudiants de ne pas se retrouver avec des interfaces différentes d'un cours à l'autre, d'avoir une sorte d'ergonomie de confort pour pouvoir travailler, donc d'avoir en fait une ligne éditoriale qui permette de bien connaître les choses et d'aller vite dans l'apprentissage, parce qu'il faut à la fois l'apprentissage cognitif et aussi un apprentissage au niveau des contenus, donc c'est une grosse demande. C'est aussi une demande des universités, des composantes, que d'avoir leur propre ligne éditoriale, leur propre identité, qui respectent leur ambition pédagogique et leur spécificité. Et ça, c'est aussi important. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir le faire. Alors, pour quel objet? Pour des contenus à composante textuelle significative. Je m'exprime. C'est pas tellement l'idée qu'une chaîne éditoriale est réservée à des contenus de type polycopié expositif, même si c'est ce que vous allez voir en majorité, mais j'y reviendrai, c'est pas tout à fait l'objectif en tant que tel. C'est l'idée simplement que si vous avez un contenu qui est composé que de vidéos, que d'animations, etc., c'est vrai, entre guillemets, que le gain chaîne éditoriale va être très faible puisque chaque contenu va être créé artisanalement. Il va être difficile à modifier puisqu'il a été médiatisé sur ce que j'appellerais du rich média, j'y viendrai. Et donc là, le gain de gestion est faible, entre parenthèses. C'est un peu moins vrai pour la vidéo parce qu'on travaille en recherche avec l'Institut national de l'audiovisuel qui a d'énormes stocks de vidéos à gérer et qui travaille sur le sujet de façon extrêmement intéressante. Donc on arrive à des choses très intéressantes sur la vidéo. C'est par contre pas tout à fait vrai sur les aspects rich média, mais je vais y venir. Donc pour des contenus à composante textuelle, majoritairement. Par contre, une chaîne éditoriale n'est pas adaptée pour des objets riches médias complexes. Qu'est-ce qu'un objet riche média complexe? Pour moi, c'est tout simplement une belle animation, une simulation, bref, un média qui va servir à dépasser les limites du texte ou la limite de l'oralité pour donner une valeur ajoutée pédagogique à la compréhension. Ce
C'est un appui à la compréhension, sous forme de schéma, sous forme de mouvement, sous forme de dynamique, peu importe. Et ça ne peut être fait qu'en associant étroitement fond et forme. C'est-à-dire que le médium, ce qu'on va utiliser, va être extrêmement important. Je me souviens d'avoir vu des ressources en médecine qui étaient de simples PDF superposés en anatomie, qui étaient extrêmement pertinentes d'un point de vue pédagogique, parce que du coup, on retrouvait bien le principe des couches. Donc, on retrouvait à la fois le principe scientifique, le principe pédagogique, et ça ne pouvait être fait qu'avec ce type d'outils. À côté de ça, pour une école d'ingénieur, je vois des choses absolument merveilleuses sur les moteurs avec des coupes transversales qui ne peuvent être faites qu'en animation avec de la dynamique. Donc on voit bien que dans ces cas-là, la valeur ajoutée, elle est dans l'association étroite entre fond et forme. Simplement, ces objets riches médias, très souvent, on les multiplie sans qu'ils aient de valeur ajoutée. Alors que pour moi, ils devraient être réservés aux obstacles pédagogiques, aux éléments sur lesquels on bute en termes de compréhension, parce qu'en fait, c'est un problème d'allocation de moyens. Si on fait tout sur cette forme-là, eh ben, on n'a suffisamment pas d'argent pour tout couvrir. Il y a des choses qu'on peut transmettre plus simplement et des choses qui demandent une réflexion de fond, qui associe très étroitement forme et fond. Je crois que vous avez des interventions de Lyon 1, ils font des choses très très belles sur le sujet avec des équipes très fortes sur le sujet. Donc voilà pour les objets, et on voit que ça recouvre bien nos objets, que c'est pas incompatible, que la notion de riche média n'est absolument pas compatible avec la notion de chaîne éditoriale. Au contraire, la chaîne éditoriale permettant de donner des moyens pour pouvoir produire des objets riches média. Alors, pour qui on va tomber sur des choses un peu plus difficiles. Clairement pas pour un établissement qui délègue totalement la responsabilité des contenus aux enseignants. Alors on pourrait dire que c'est le cas de l'université, puisque clairement nous sommes autonomes sur le sujet, nous produisons nos propres contenus, notre propre cours, on passe au CEVU pour la définition, puis après on est sur le sujet. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que quelque part on a une gestion par les pairs et on a un niveau d'exigence par rapport au contenu et par rapport au support qui nous est imposé par nos collègues, qui nous est imposé par l'établissement, simplement il est diffus. Donc il n'y a pas une véritable délégation totale, sauf dans quelques établissements, ça peut arriver, mais en général il y a une délégation de fait sur un certain niveau. Mais clairement, un établissement qui dirait « moi, le document pédagogique ne m'intéresse pas », évidemment, n'est pas preneur d'une notion de chaîne éditoriale, en tant que tel. Pas pour un enseignant qui prépare son cours oral, qui va lui mettre en œuvre lui-même et qui n'a pas besoin de collaborer avec d'autres. C'est-à-dire que c'est pas si un enseignant va uniquement être dans l'oralité, ne va pas utiliser le document comme un support pédagogique, même minimal, qui est un simple support de réassurance, que pourrait être un polycopier de base, ou simplement... je suis assez critique sur les supports de type diaporama au format polycopier. Je peux être critique, n'empêche que c'est un support de réassurance. Vous voyez, c'est déjà une première fonction. Alors, je préférerais un polycopier à l'ancienne, bien structuré, plutôt en synthèse, mais c'est des choix personnels, il y a déjà une première fonction qui est assurée. Donc, pour qui, clairement pas pour des gens qui ne veulent pas gérer les contenus au niveau de leur organisation, même indirectement par les enseignants, et pas pour un enseignant qui va être simplement dans l'oralité, qui ne veut pas utiliser de support pédagogique. Par contre, pour un enseignant qui s'inscrit dans un collectif et accepte les contraintes nécessaires à une véritable mutualisation, et je vais insister un peu dessus parce que c'est un élément clé. Un enseignant, quoi qu'on en dise très souvent, avec le côté un tout petit peu indépendant, il s'inscrit toujours dans un collectif, il s'inscrit toujours dans un cadre qui est le sien, par nature, en tant que tel, plus ou moins. Et quand on s'inscrit dans ce collectif, on accepte les contraintes nécessaires à ce collectif. Eh bien, on le fait très souvent pour nos contraintes de cours, pour nos manières de gérer, pour nos manières de noter. On le fait moins souvent par rapport aux documents, et c'est souvent une contrainte. Et la véritable contrainte d'une chaîne éditoriale, elle est bien là. C'est est-ce qu'en tant qu'enseignant, je vais me contraindre à quelque chose qui n'est pas pour moi immédiatement de suite, mais qui permet de bénéficier à d'autres personnes, soit les étudiants en tant que tels, donc il faut que je fasse un effort par rapport aux étudiants de façon plus forte, soit mes autres collègues pour qu'ils puissent, entre parenthèses, réutiliser tout ou partie de mon contenu ou pouvoir assembler des grains de ce contenu dans un autre cadre, comme j'ai pu le donner pour l'UL ou la demande éventuelle que j'aurais par rapport aux aspects méthodologiques documentaires. Donc ça, c'est un élément clé qu'il faut bien comprendre, c'est que ce faisant, l'enseignant accepte des contraintes qui ne sont pas celles du jour, ils ne sont pas celles des contraintes immédiates et des contraintes pour la mutualisation. Il va évidemment y trouver un gain, tous les gains que j'ai dit auparavant, il va gagner du temps, etc. Donc vous avez beaucoup d'enseignants qui utilisent des chaînes éditoriales de ce point de vue-là, notamment scénaristes de ce point de vue-là, mais il y a cette notion de véritable mutualisation qui est un obstacle et sur lequel on n'est pas très développé encore
en tant que tel. Alors certaines communautés le sont plus que d'autres. Les maths, par exemple, je vois des choses, quelque chose aussi en sciences humaines, dans les langues un peu anciennes, des choses comme ça, parce que soit c'est une tradition, soit une fragilité. En tout cas, des choses qui sont. Donc ça, c'était le premier point qui est le plus important. Et le second point que je minore un peu, mais qui est quand même important, c'est que quelquefois, le modèle numérique apporte une valeur ajoutée pédagogique qui surpasse celle du présentiel. Alors je dis quelquefois parce que c'est pas toujours vrai. Hein. Souvent dans les TIS, on parle d'un modèle numérique, on fait des choses en numérique qui n'apportent pas forcément une véritable valeur ajoutée. C'était ma critique un peu sur le Rich Media tout à l'heure en disant faites attention du Rich Media, oui, mais avec du sens. Là, l'idée c'est que avec le métier qu'on a, la connaissance qu'on a de nos étudiants, l'ancienneté, hein, simplement qu'on peut avoir dans l'habitude de délivrer nos messages, on a quand même un savoir-faire très souvent peu formalisé. Je crois qu'on vous a parlé des formations d'enseignants, hein, et on a souvent une pratique sur laquelle on n'a pas, on ne connaît pas les concepts. On a développé une praxis réelle sur le sujet, et voilà, on n'est pas mauvais en général pour faire passer nos concepts. Et donc, faut que le modèle pédagogique apporte vraiment une valeur ajoutée en tant que tel. Donc c'est le cas, pour quelques fois c'est le cas, donc j'espère que vous aurez des exemples sur les ateliers. Moi, l'exemple le plus beau que j'ai trouvé récemment, c'est celui du modèle étude de cas non linéaire, dans lequel, en gros, l'étudiant, au fur et à mesure de son avancée, va trouver des solutions différentes selon ses réponses sur le principe conditionnel, hein, dans le document. Ce qui fait qu'en fait, tu vas pouvoir comprendre quelque chose qui est assez difficile à faire passer, c'est qu'il n'y a pas une seule, mais plusieurs bonnes réponses possibles en jouant sur plusieurs scénarios. Et quand on est en collectif, eh ben, c'est difficile, et quand on n'a pas un support pour le faire, c'est difficile. C'est un peu la même chose quand on a instrumenté l'étude de cas traditionnelle, de façon Harvard, hein, ceux qui font un peu de gestion. Eh bien, on y trouve des intérêts, parce que quand on fait une pédagogie comme étude de cas, qui est à la fois du groupe et de l'individuel, eh ben, généralement, on sacrifie toujours l'individu au groupe dans les pédagogies d'études de cas traditionnelles. Donc ça pouvait être intéressant. Voilà. Donc deux raisons: l'enseignant qui s'inscrit dans un collectif accepte les contraintes, et deux, quand le modèle numérique apporte une valeur ajoutée, ce qui n'est pas toujours le cas, je précise. En conclusion de cette première partie, je dirais que la chaîne éditoriale n'est pas un outil miracle en tant que tel. Je insiste sur la notion d'outil miracle. C'est un outil parmi d'autres qui permet de faire des choses, qui a énormément d'avantages, qui a quelques inconvénients, le fait de vous obliger à rentrer dans un cadre structuré, etc., mais qui a énormément d'avantages. Par contre, pour moi, le fait que la chaîne éditoriale est utilisée, se développe spontanément dans l'enseignement supérieur depuis un certain temps, et de façon vraiment massive, hein. On est vraiment passé de l'ère des pionniers à l'ère des militants, à du coup maintenant une maturité. C'est pour moi une maturité des TIS, c'est-à-dire que les TIS ne sont plus en soi l'apanage de quelques personnes. Ça reste encore souvent le cas, il y a toujours ce côté militant et qui se bat pour le sujet. C'est aussi de plus en plus une réalité qui se diffuse auprès de nos collègues globalement, parce que ça devient de plus en plus un besoin. Alors le plus connu, c'est l'utilisation de la plateforme pédagogique. Plateforme pédagogique qui est souvent utilisée uniquement pour déposer des documents, mais qui est souvent maintenant de plus en plus utilisée pour d'autres fonctions annexes plus utiles. Et ben, c'est la même chose par rapport aux documents. On voit bien qu'on fait plus un document simplement pour se faire plaisir, donc on fait un document pour qu'il soit utile, qu'il puisse servir à d'autres. Et ça, pour moi, c'est vraiment un événement de maturité important en tant que tel, les TIS dans l'enseignement supérieur. J'avais préparé une deuxième présentation, mais comme on a démarré un peu tard, je préférerais passer à des questions-réponses par rapport à vos points d'interrogation, ou rebondir par rapport à certains éléments que vous voudriez qu'on approfondisse sur cette présentation. Est-ce que c'est possible d'avoir un retour salle? Oui, c'est possible. Nous allons éloigner le micro pour écouter le labo. Des questions? Notre assemblée se concentre. Se concentre. Y a-t-il des utilisateurs de scénario? Y a-t-il des utilisateurs de scénario ou d'une autre chaîne éditoriale?
Alors, la question est la suivante. Y a-t-il des utilisateurs de la plateforme Je vous ai perdu. Allô, la Terre? La Terre est là. Non, notre antenne est épouvantable. Allez-y, juste au temps de la question. Ah, ça y est, il y a une question. Ah. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur la partie reprenant les contenus textuellement riches? Oui, bien sûr. Ici ou Oui, oui, ici. Moi, je me suis... Hop. C'est celle-là. Parfait. Oui. Et donc, vous voudriez que je redéveloppe quel point particulier? Quel point particulier? Objet riche, média complexe. Très bien. Donc, comme je disais, la majorité de nos contenus peuvent être transmis de manière relativement simple en tant que tel. Je parle du contenu en tant que tel. Et souvent, il suffit d'une bonne structuration logique du contenu. Enfin, je vais redire des évidences, hein, excusez-moi, mais d'une bonne structuration logique. Ensuite, d'une capacité à avoir une bonne structuration pédagogique, et par pédagogique, j'entends une capacité à formaliser, selon nous, la meilleure guidance pour atteindre la connaissance, le meilleur chemin, hein, pédagogie au sens littéral du terme, le chemin de la connaissance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait intuitivement à l'oral, parce que, voilà, c'est naturel. On a été pendant 25 ans sur les bancs de l'école, de la faculté, et quand on devient enseignant, on a naturellement ce modèle. Donc on n'a pas appris à faire, il a été totalement intégré par l'immersion. Dans la majorité des cas, ce qu'on sait très bien faire quand on est universitaire, en général, c'est aussi écrire. Parce qu'on écrit des articles de recherche, qu'on a fait une thèse, etc. Donc voilà, on a aussi ce travail de l'écriture. Donc quand on transmet des contenus, on sait en général qu'on se transmet des contenus de façon logique. C'est moins sûr qu'on arrive à transposer la capacité qu'on a à transmettre des contenus à l'oral au sens de la structuration pédagogique au niveau de l'écrit, parce que là, on redevient un peu, avec nos normes à nous, un peu, je dirais, scientifique, en termes de connaissances, hein. Donc peut-être moins sur des aspects de stratégie, de détour, de simplification, quelquefois, pour arriver à faire passer des concepts, etc. Et dans lequel on associe peu souvent la notion d'interactivité, c'est-à-dire on reste dans le dispositif en tant que tel. Alors qu'un document peut tout à fait être interactif en tant que tel, du style, je prends des choses très simples, hein, quand on écrit à un moment donné un contenu, on dit, eh bien, on vous propose de faire une petite pause, on vous propose de répondre à telle question, on vous propose de faire une petite synthèse, des choses qu'on peut tout à fait ajouter à un contenu qui font de l'interactivité. On n'est pas obligé de faire des choses très élaborées. Mais jusqu'à là, on y arrive relativement bien. Et c'est le principe de la chaîne éditoriale, c'est de dire un enseignant qui arrive à se structurer logiquement, donc la majorité d'enseignants, qui arrive à se structurer, qui arrive à traduire sa pédagogie, sa structuration et ses LED et l'appui des balises, arrive à transmettre relativement simplement de l'information qui peut être perçue par un apprenant de façon relativement simple. Ça, il n'y a pas de problème. À côté de ça, quand on va passer sur un autre mode qui consiste à dire j'ai une difficulté pédagogique qui est de représenter quelque chose qui est difficile à assimiler. Je vais prendre l'exemple du fonctionnement d'un moteur, c'est un peu moins dur que l'écorché. Dans le fonctionnement d'un moteur, vous pouvez expliquer que l'huile circule, qu'elle se redépose, etc. Alors que si vous montrez le moteur en coupe avec une circulation et au fur et à mesure un dépôt qui se forme, la notion de dépôt va prendre un sens différent pour l'apprenant. Elle va lui donner un sens de risque, elle va lui donner un sens de gestion du risque, et ce qui va toujours réagir par rapport au circuit en voyant le mouvement dynamique. Et bien ça, c'est un riche média complexe parce que
naturellement, en tant qu'enseignant, on n'a pas été formé à ça, à traduire ce genre de choses. Il y a des spécialistes pour ça. Alors, on peut s'investir à titre personnel et devenir spécialiste, hein, c'est comme tout, mais on ne l'est pas. Donc, ces objets riches médias complexes, ils demandent non seulement d'avoir une structuration logique, non seulement d'avoir une structuration pédagogique, mais aussi de comprendre la valeur ajoutée du média et ce qu'elle peut apporter en tant que telle. Et du coup aussi d'avoir la technicité qui permet de jouer avec les limites du média pour pouvoir faire passer l'information. C'est ce que j'appelle les objets riches médias complexes. Pour moi, un objet riche média complexe, c'est pas une simple molécule qui tourne. Je pense que l'exemple-là, c'est souvent ce qu'on voit. Hein. Sur la publicité pour l'iPad, vous avez ce genre de choses, hein, une molécule qui tourne, sur très amusant. C'est en quoi la façon dont elle va tourner va me transmettre une indication sûre, va me permettre de comprendre ça. En quoi tel enchaînement, en quoi telle représentation graphique va me permettre de toucher du doigt quelque chose que j'ai du mal à exprimer au niveau de l'oral qui permettra la présence de l'approprié. Donc cette notion de riche média complexe, elle est là. Et là, on associe étroitement fond et forme. Donc on est bien au-delà de ce qu'on fait dans le 80% des cas qui correspondent bien à la chaîne éditoriale. On est dans, on dirait, dans l'artisanat pur qui associe des pluricompétences que sont celles d'ergonomes, d'un informaticien, d'un graphiste, d'un pédagogue en tant que tel qui nous aide un peu à sortir des choses. Voilà, c'est pour ce point-là que je voulais transmettre comme information. Et justement que le fait de travailler sur les 80% autres sous une forme plus simple, donc plus productive, entre guillemets, nous permettait de passer plus de temps. Donc moi, très concrètement, ce que je recommande souvent, c'est de dire faites votre document avec la chaîne éditoriale, classiquement, ne vous arrêtez pas là, parce que malheureusement, souvent, les gens s'arrêtent là. Une fois que vous l'avez fait, recherchez les difficultés pédagogiques et là, travaillez spécifiquement sur ce sujet-là pour améliorer les difficultés pédagogiques. Et là, évidemment, il faut mutualiser. Hein. Très souvent, je m'occupe aussi d'Uniciel, l'université numérique des sciences dures, entre guillemets. Très souvent, on nous demande de financer des riches médias complexes. La première chose qu'on fait, c'est d'aller taper sur Internet pour voir si ça n'existe pas des gens d'anglais. Très souvent, malheureusement, ils existent. Hein. Donc l'idée, c'est de passer l'énergie dans la pédagogie et pas dans l'outil. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La réponse est... Parfait. Y a-t-il une autre question ?